Bonjour à tous, c'est Mathieu MG. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jérôme de la chaîne de Notech pour une nouvelle interview. Donc, première question, pouvez-vous vous présenter à tous ceux qui ne vous connaissent pas? J'ai un moucheron qui m'attaque, donc je suis pas sûr de pouvoir. Eh bien, écoute, déjà, bonjour Mathieu. Bienvenue, bienvenue. Ben, là, tu es en plein dans les travaux de mon futur nouvel atelier. Tu es même le premier à m'interviewer ou à faire une interview, en tout cas, sur ce canapé qui sent encore bon l'IKEA. Et qui je suis bah, si vous ne me connaissez pas, je suis donc Jérôme Kenborg. Je suis vidéaste, j'officie sur YouTube parce que j'aime pas dire youtubeur, mais c'est parce que je suis un snob. Et je m'occupe de la chaîne Nowtech, qui parle de tech, de photos et de vidéos. Voilà. Ta deuxième question? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Bah, le succès, le fric, le pouvoir, non, pas du tout. En fait, c'est quand je devais avoir ton... Je sais pas quel âge tu as, mais tu es... D'accord. Bah, quand j'avais ton âge, il y avait un film qui s'appelait Wayne's World. C'est un vieux film, je sais pas si votre génération le connaît, Non. mais c'était deux mecs un peu farfelus, loufoques, tarés, qui créaient leur propre chaîne de télé dans leur cave. Oui. Et j'ai toujours, depuis que je suis adolescent et même préadolescent, fantasmé sur le fait d'avoir une télé à moi où je parlerais des trucs que j'aime moi. Et du coup, bah, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à faire des vidéos avec des potes sur YouTube, à en regarder. Et il y a un autre truc aussi qui m'a décidé, c'est que le monde des médias avant YouTube, avant le web, m'énervait beaucoup parce que le monde des médias appartient à très peu de gens dans le monde. Et ça m'a toujours agacé que aussi peu de gens dans le monde aient tous les pouvoirs sur ces modes d'expression et de communication. Donc pour moi, YouTube et d'une façon générale la vidéo sur le web, il y a une forme de revanche par rapport à la vieille télé qui était possédée par 10 personnes dans le monde, et toujours les mêmes qu'on voit, et tout ça. Donc ça, c'est les raisons de fond qui m'ont poussé à faire une chaîne YouTube. Est-ce que YouTube a changé quelque chose dans ta vie? Oui, mon niveau de revenu. Avant, je travaillais donc dans la publicité depuis assez longtemps. Donc j'avais des revenus qui étaient satisfaisants, voire confortables. Et YouTube, ça a été, en tout cas pendant les 2-3 premières années de Nowtech, une perte de revenus totale, quasiment. Enfin, YouTube ne rapportant quasiment rien en direct. J'ai monté mon Tipeee, ça fait maintenant 2 ans et demi. Donc ça commence effectivement, mais comme je suis un con, je ne me suis pas servi de cet argent pour me payer moi, mais pour payer d'abord une stagiaire et puis après un assistant et maintenant Karina qui va revenir. Mais moi je ne me paye toujours pas ni avec l'argent de Tipeee, ni avec l'argent de YouTube. Donc voilà, voilà, ce que ça a beaucoup changé dans ma vie, c'est mon niveau de revenu, clairement. Pensez-vous agrandir l'équipe si la chaîne se développe pour augmenter le rythme de sortie de vidéo ou la présence lors d'un événement? Ben, ça va être lié au fric. Oui. Parce qu'il paraît que les gens veulent être payés pour travailler, ce que je trouve absurde dans l'absolu. Mais il paraît qu'il faut payer les gens. Donc il faut bien que je trouve de l'argent quelque part pour augmenter l'équipe. Donc oui, si les gens acceptaient de bosser gratuitement, attention, c'est pas du bénévolat que je demande, c'est être là à 9h le matin, partir à 7h le soir et bosser toute la journée gratuitement, à ce moment-là, je pourrais grossir l'équipe tout de suite. Mais si je veux la grossir en les payant, en fait, il faut que je trouve les moyens financiers pour pouvoir grossir la chaîne. Mais ça serait mon rêve. Mon rêve a toujours été non pas de faire une chaîne où je travaille tout seul, mais de créer de l'emploi, qu'on soit 5-6 personnes, qu'il y ait d'autres présentateurs que moi aussi, réguliers. J'ai lancé Nowtech, j'ai pas lancé Jérôme TV, t'as vu ma gueule. L'idée de Nowtech, c'est que ça peut accueillir d'autres personnes. Alors pour l'instant, ça s'est pas vraiment matérialisé, les autres personnes. Marion fait des vidéos de temps en temps quand elle a le temps, en plus de son boulot. Tristan de temps en temps quand il a le temps. Mais aujourd'hui, la vidéo est telle que nous, on fait des vidéos sur la chaîne
bah, c'est un boulot à plein temps, quoi. Donc c'est voilà, grossir l'équipe, oui, mais quand on aura de l'argent pour faire grossir l'équipe. Pensez-vous qu'un jour vous pourriez proposer un projet avec votre communauté? Ben on le fait déjà. T'es pas au courant? Les Now Take a Drink? Ah non? T'es pas au courant? Ouais, mais ça, je sais, c'est de ma faute. En fait, aujourd'hui, on a un problème. Notre communauté, elle est un peu splittée en deux. Il y a les gens qui regardent mon émission du matin. Oui. Je fais une émission tous les matins Oui. de 8h à 9h en live. Et ces gens-là sont au courant qu'on organise des Now Take a Drink régulièrement, enfin régulièrement, on va dire tous les 6-9 mois, on organise un rendez-vous où les gens viennent boire un verre et tout ça. Mais je n'ai pas vraiment relayé l'info sur ma chaîne principale, dans les vidéos montées. Je n'ai pas mis une pub à la fin, hein, rejoignez-nous pour un meet-up. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais il faut savoir qu'on organise, là on doit en être à la 4e ou la 5e ou la 6e édition d'un Now Take a Drink. En fait, c'est un meet-up, hein, on se retrouve, on boit des verres, on discute. Hein. Et le prochain sera en octobre, pour le salon de la photo, le moment du week-end du salon de la photo. Mais cette année, j'ai entendu que tu n'étais pas au courant, cette année je vais faire plus de pubs sur la chaîne principale pour ces meet-up. Avez-vous des idées de projets que vous souhaiteriez réaliser, mais impossibles pour le moment? Ouais, des tonnes. En fait, moi, mon gros problème, c'est que j'ai plus d'idées que de temps pour les réaliser. Tout le monde m'envoie des idées de vidéos, mais si vous saviez, tous les matins, j'ai une vingtaine de vidéos que je voudrais faire. Et j'aimerais surtout faire des grands reportages. Ça, c'est mon rêve, vraiment de faire des reportages, mais avec de l'enquête et tout ça, dans la tech, vraiment des beaux reportages, comme on peut voir sur Netflix, Arte, mais autour, effectivement, de la tech au sens large. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas les moyens et les ressources humaines pour faire ce type de reportage. Il faut savoir que des reportages comme ça, c'est des équipes techniques complètes. C'est le boulot d'une télé pour l'instant. As-tu des projets avec d'autres youtubeurs? Oui, bah, je fais. Alors, je suis pas un acharné de la collab. Je fais des collabs. En plus, je fais des collabs parfois avec des gens qui ont des toutes petites chaînes, mais parce que je les kiffe. En fait, c'est vraiment des coups de cœur et puis des opportunités, on va le dire. J'ai pas un plan quand je fais une collab, en fait. Et il m'est arrivé en plus de faire plein de collabs sans faire, tu sais, normalement une collab, il faut faire la collab inverse. Parce que si tu fais que la collab avec le mec sur ta chaîne, ça ne te rapporte pas beaucoup d'abonnés. Il faut aussi faire une vidéo avec lui sur sa chaîne. Enfin, on m'a expliqué comment il fallait faire des collabs, mais en fait, je ne suis pas très bon au niveau stratégique. La stratégie du YouTube Game, je ne suis pas très bon. Donc, des projets, oui. Normalement, je fais une vidéo bientôt avec Olivier Schmitt. J'ai des projets vidéo, peut-être là on en parle avec Romain de Tech News and Test. Ah oui. J'aimerais bien aussi faire une vidéo avec un youtubeur que j'aime bien, c'est Julien Fabreau, à Lyon. En fait, il y en a des milliers avec qui j'aimerais faire des vidéos. Il y en a qui ne le savent pas, il y en a d'autres qui le savent. Après, vu que j'ai mes lives tous les matins et tout ça, c'est pas toujours facile en fait, les collabs à organiser. Et comme si vous me connaissez, je fais des vidéos où il y a beaucoup de tournage, beaucoup de montage, on va dans divers. C'est pas des vidéos simples à faire non plus, forcément, ces collabs. Je te redonne le micro. Quel est ton plus grand rêve sur YouTube? Mon plus grand rêve sur YouTube, pour moi, j'en sais rien. Mais mon plus grand rêve, peut-être pour YouTube, c'est que ça ne devienne pas 100% la télé. En ce moment, il y a une dérive de YouTube qui est normale, qui est que faut toujours faire plus de vues, etc. Donc il y a une course à la vue. Donc forcément, il y a une grande partie du contenu célèbre, on va dire. On a l'impression de regarder TF1, quoi. Ils utilisent des recettes qui font beaucoup de vues, c'est toujours les mêmes, on voit toujours les mêmes vidéos. Honnêtement, moi, ce YouTube-là, ça me gonfle, mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la magie de YouTube, c'est... tu vois, là, en ce moment, je fais du bricolage et je découvre des chaînes de bricoleurs
Ils ont peut-être 50 vues, mais c'est génial ce qu'ils font, ils y mettent du cœur. Et j'espère vraiment que YouTube, il y aura toujours un endroit pour la liberté d'expression et où les gens pourront faire des vidéos sans forcément penser à avoir des audiences énormes, mais plutôt avoir une communauté solide qui éventuellement les soutiendra financièrement. Je pense que c'est ça l'alternative. Aujourd'hui, pour gagner du fric, soit il faut faire beaucoup d'audience, donc tu fais TF1, et à ce moment-là, la pub te rapporte beaucoup d'argent sur YouTube, soit tu mises sur ta communauté, tu demandes à ta communauté de t'aider, et c'est plus une approche fanzine, mais ça marche aussi, et j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est mon rêve pour YouTube. Quelle est la vidéo que tu ne feras jamais sur ta chaîne et pourquoi? Je joue à Fortnite tout nu. Quoique, barjo comme je suis parfois. Non, je vais répondre un peu plus sérieusement. J'espère en tout cas ne jamais faire une vidéo que j'ai vraiment pas eu envie de faire, dans laquelle je serai obligé de mentir sur un produit. Ou vraiment, ça Après, je connais assez bien la vie pour savoir que parfois, comme on dit en anglais, shit happens. Je peux me retrouver dans une situation de merde et avoir tellement besoin d'argent que je serai obligé de faire une vidéo où je suis obligé de compromettre mes principes. Mais j'espère ne jamais avoir à faire. Je fais des vidéos sponsors, même si elle est relative, parce qu'on ne va pas être naïf quand on fait une vidéo sponsor, c'est une vidéo sponsor, mais il y a moins d'objectivité que dans une vidéo non sponsor. Mais jusqu'ici, j'ai toujours travaillé avec des annonceurs qui me laissent dire ce que je pense vraiment de leurs produits, donc le bon, le mauvais. Et j'ai refusé, il y a certaines vidéos, j'avais même commencé des vidéos, mais j'ai trouvé le produit tellement mauvais que j'ai refusé de faire de la vidéo. Donc je ne me suis pas fait payer, mais j'ai refusé de faire la vidéo. Si un produit est vraiment mauvais, je ne vais même pas faire une vidéo pour dire qu'il est mauvais, je fais juste pas la vidéo. Ah oui. Donc si j'ai pas parlé d'un produit, c'est peut-être qu'il est mauvais. Voilà, je vous donne un indice. Quelle est ton étape préférée dans le processus de création de vidéos YouTube? Alors, dans la création, ce que j'adore, c'est filmer ce qu'on appelle les B-rolls, les plans d'illustration. Ouais. Faire des jolis plans d'objets et tout ça, j'adore. Ça, c'est mon côté goût de belles images. Mais le moment qui est le plus gratifiant et en même temps le plus effrayant, c'est le moment où tu publies. Le moment où ta vidéo tu publies, tu n'as plus de contrôle dessus. Parce que ce que les gens savent peut-être pas, mais on ne peut pas corriger une vidéo. Parce que si on corrige, elle disparaît. On est obligé de créer une autre vidéo. On ne peut pas corriger une vidéo et la remettre à la place, tu vois, et garder les vues. Si tu as un problème dans ta vidéo, tu perds toutes tes vues, tu es obligé de recommencer à zéro. Donc c'est très stressant. Tu te dis, putain, j'ai peut-être dit une connerie, j'ai dit une connerie, tout le monde va me tomber dessus, ils vont me dire que je suis nul, que j'y connais rien, au secours, au secours. Mais en même temps, quand tu vois les premiers commentaires et que les gens te disent, ouais, c'est bien, franchement, j'attendais cette vidéo, machin, ça, c'est le meilleur moment dans le process de création. Pour la présentation d'un produit high-tech, quels sont les points à aborder? Tester le produit. Ça paraît con, mais... Et je ne vise absolument personne en disant ça, mais je vois beaucoup de youtubeurs, on va dire américains. Comme ça, personne ne peut me dire que j'accuse des youtubeurs français. On sent qu'ils ont vraiment testé le produit très très vite pour pouvoir sortir la vidéo le plus possible. Et ils appellent ça un test complet, alors que c'est un unboxing ou des premières impressions sur un produit. Alors, je sais, on a envie de sortir sa vidéo vite parce que les plus jeunes, ils veulent voir la vidéo tout de suite quand le produit est sorti. Mais à ce moment-là, c'est pas un test. Moi, effectivement, je prends le temps et je pense que le truc le plus important dans un test tech, c'est vraiment d'utiliser le produit et pas que quelques heures. C'est de l'utiliser quelques jours. Un smartphone, si tu prends pas 50, 100 photos avec, je vois pas comment... Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas à avoir un avis précis sur l'appareil photo d'un smartphone sans avoir pris entre 50 et 100 photos. Et ça, tu les fais pas dans la journée, quoi. Voilà. En général, quel matériel utilises-tu pour tes vidéos? Une caméra, un micro, de la lumière. Non, alors moi je travaille avec un GH5. Maintenant qu'on a Albert en partenaire, SOS Ciné,
J'ai accès à d'autres matériels pour avoir une caméra, une deuxième caméra. J'aime bien le GH5S que j'avais testé sur la chaîne, Oui. et je pense que je vais m'en acheter comme deuxième caméra. Sinon, en micro, bah, ça dépend complètement de ce que j'ai à faire. J'ai plusieurs types de micros, donc je ne vais pas te faire la liste. Et puis en lumière, alors ici dans l'atelier, on répare les vieilles lumières d'Albert qu'il n'utilise plus, mais qui marchent très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, chez moi, j'utilise, je ferai bientôt une vidéo là-dessus, un setup Aputure avec la COB 120 et puis les panneaux LED, je me souviens plus de la référence. Voilà en gros le matériel que j'utilise. Combien de temps cela te prend pour tourner une vidéo? Alors, tourner, monter ou Réaliser? la finir? Oui. De l'écriture jusqu'à, Oui. en général, 60 heures de boulot pour une vidéo. Ah oui. Ah oui. Ah, mais là, je compte le temps de test, où je teste vraiment le produit. J'écris mon test. Oui, j'écris mes tests. J'écris tournage, montage, qui est une grosse partie du Oui. boulot quand même, et le temps de publication. Après, il y a des vidéos où j'ai mis 30 heures, mais d'autres où j'ai mis une centaine d'heures. Ça dépend complètement de l'ambition du truc et de la difficulté des plans. Mais je ne sais pas faire une vidéo qui me prendrait moins de 20 heures de boulot. Je ne sais pas faire. Ou alors c'est un live et non monté ou un truc en jump cut. Mais j'arrive pas à faire ça parce que je suis pas content du résultat et je les jette à la poubelle. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de faire des montages en 2 heures. J'y arrive, mais c'est tellement... Je n'arrive pas à vous les montrer en fait. Quels sont tes conseils concernant le montage vidéo? Avoir une deuxième vie, pas dormir, et ne pas avoir besoin de se lever pour aller aux toilettes, donc travailler directement aux toilettes. Non, le montage, moi il y a un monteur qui m'avait dit, le montage c'est simple, tu calcules le nombre d'heures qu'il te faut pour monter quelque chose et après tu multiplies par 10. Le montage c'est ça. Parfois on va mettre 2-3 heures pour monter 1 minute de sa vidéo, parce que ça va être une partie, on va faire un mix son, on va faire un effet, etc. Donc, mon conseil, quand on est monteur, et c'est un conseil que je me donne à moi-même, que je devrais appliquer, donnez-vous une date de sortie. Parce que le montage, ça peut être éternel. On n'est jamais content, on peut retoucher sans cesse des choses. Si vous avez une date où vous dites, il faut que ça sorte à cette date-là, même si c'est pas fini, vous finirez votre montage. Si vous dites je publierai quand ça sera fini, ça peut prendre du temps. Et c'est le problème que j'ai. Parce que moi, je suis plutôt à sortir mon truc quand j'ai fini. Et du coup, parfois, c'est long. Quel matériel faut-il pour faire des vlogs? Des lunettes de soleil pour faire des vlogs, comme Casey Neistat, et un boosted board, ça suffit. Non. Aujourd'hui, alors ne faites pas comme Peter McKinnon. Je trouve que le Canon 1D, c'est vraiment un choix stupide. Désolé, hein, Peter, mais c'est un choix stupide. Je comprends son choix, mais franchement, bon, c'est too much. Non, moi, je conseille plutôt une caméra légère. Une caméra qui est intéressante en ce moment, je vais bientôt en faire le test, le M50 de Canon, parce qu'elle est tout plastique. Hein, c'est une caméra d'entrée de gamme. C'est tout plastique, même les objectifs de kit sont en plastique. Du coup, très légère. Mais ça reste quand même une caméra avec objectif interchangeable. Donc vous pourrez mettre ces fameux grands angles qu'apprécient tant les vlogueurs. Et le plus important pour un vlogueur, avoir une prise son. Une caméra sans prise son pour le vlog, c'est un truc que je ne comprends pas, hein, messieurs de chez Sony. Quel est ton conseil concernant l'éclairage vidéo? Eh ben, il va être très provoque, mon conseil, mais j'y crois de plus en plus. C'est quand vous démarrez, mettez plus d'argent dans votre éclairage que dans votre caméra. Non, mettez d'abord plus d'argent dans votre micro. Ensuite, vous mettez plus d'argent dans l'éclairage. Et après, vous filmez avec votre smartphone parce que vous n'avez plus de sous. Mais vous aurez une bien meilleure image avec un bon éclairage et un smartphone qu'avec une bonne caméra et un éclairage pourri ou pas d'éclairage du tout. Donc, mon conseil, suivez mes vidéos. On est en train de tester tout un tas de lampes. On a commencé avec ces fameux kits à 100 € que tous les youtubeurs s'achètent au début, pour voir vraiment ce que ça valait. Oui, on peut démarrer avec ça, c'est ce qu'on dit dans la vidéo, mais c'est un peu de l'argent foutu en l'air, parce que, je te spoil, mais pour ton audience, ils auront un spoiler, on est en train de tester là, un set à 200 € qui est bien meilleur que le set à 100 €.
et que tu pourras garder beaucoup plus longtemps. Donc, prévoyez 200, 300, 400 euros pour la lumière. En dessous, c'est même pas la peine de dépenser de l'argent. Allez vous filmer dehors avec du soleil, parce que c'est pas la peine sinon. Quel est ton avis concernant la couleur et l'étalonnage d'une vidéo? Mon avis sur l'étalonnage, Oui. bah faites pas comme moi, vous lancez pas dedans. Parce que l'étalonnage, c'est une journée de boulot de plus sur une vidéo. Oui, si tu veux faire les choses bien. Après, c'est passionnant, l'étalonnage, parce que tu travailles vraiment sur le style visuel de tes vidéos. Les gens, parfois, réalisent pas ce que c'est que l'étalonnage, mais regardez une série, alors par exemple comme House of Cards. House of Cards, et sortez un petit peu de l'image et de l'histoire, et analysez juste l'image. Vous allez voir que les couleurs c'est du grand n'importe quoi. C'est que les couleurs ne sont pas du tout réalistes dans une série, elles ont du style. Et par exemple, House of Cards, tu as des dominantes jaunes et des dominantes bleues qui font que tu reconnaîtras l'image de House of Cards parmi toutes tes autres séries. C'est ça le style. Et moi, je n'y suis pas encore arrivé. Mais j'aimerais développer un style sur Nowtech qui fait que quand tu regardes une vidéo de Nowtech, ça c'est un peu comme un son. Quand tu écoutes un artiste, un chanteur, ou même un musicien, ou même des photographes, quand ils ont un style, tu vas dire « Ah, mais j'ai déjà vu, je connais. » Tu vois, je m'y retrouve. L'étalonnage va permettre ça, de créer un style visuel qui te sera propre. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour bien faire de l'étalonnage. Quel est ton conseil pour l'écriture d'une vidéo? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous parlais de l'outil que j'utilise, qui est un outil de mind mapping. Le mind mapping, c'est écrire en fait en grappe et pas essayer d'écrire de manière linéaire. Grand A, le test, petit 1, l'ergonomie. Moi, j'arrive pas à écrire comme ça. À l'école, j'étais nul à l'école à cause de ça. J'ai pas une pensée linéaire. Par contre, le mind mapping, c'est un espèce de compromis entre un gros brouillon où tu mettrais tout en vrac et quand même une liaison logique des idées entre elles. Et moi, c'est l'outil que j'utilise le plus. Et j'écris, mais j'écris pas complètement ce que je vais dire. Mes vidéos, c'est pas un texte que j'ai appris par cœur et que je dis devant la caméra. En fait, je lis mon mind note, mes notes, mais je réinterprète les phrases pour qu'elles soient naturelles aussi. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens, Marion par exemple, elle écrit à la virgule près ses vidéos, parce que sinon elle a du mal. Elle aime écrire vraiment son texte. Donc moi je conseille quand même d'écrire. Ceux qui me disent qu'ils n'ont pas besoin d'écriture, ça dépend de ton sujet. Après, mais c'est de l'impro. L'impro, t'oublies parfois de dire des choses. Moi je connais quelqu'un qui me dit qu'il n'écrit jamais ses vidéos. J'ai vu les tests qu'il faisait de produits. Il oublie de dire la moitié des choses sur le produit. Donc voilà. Écrire, ça permet quand même de s'y retrouver quoi, dans sa vidéo. Quel est ton conseil concernant le son d'une vidéo? Ben, le conseil, c'est que le son, c'est plus important que l'image. Donc mettez un maximum d'argent dans votre système son avant même de penser à votre image, parce que c'est le son qui fait la qualité d'une vidéo et pas l'image. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller voir. Donc mon conseil, c'est achetez-vous un bon micro avant de vous acheter une bonne caméra. Quels sont les matériaux nécessaires pour des lives? Les matériaux nécessaires, du café. Beaucoup de café. Non, un smartphone suffit pour faire un live aujourd'hui. Il est très bien, le module de live de YouTube. Donc, tu n'as pas besoin... justement, le live, ça de génial. Si tu as une petite communauté et un smartphone, tu n'es même pas obligé d'avoir un sujet. Tu te lances, tu dis à ta communauté, « Hey les gars, je suis là, venez en cause ». Et rien que les questions que les gens vont te poser, ça crée un contenu, quoi. C'est un moment assez magique que j'adore. Moi qui passe beaucoup de temps avec Karina ou Dina sur des montages très très longs, le live est très libérateur parce qu'on sait que la vidéo elle est finie quand on coupe, on n'a pas de boulot après, quoi. Quel est ton mot de conclusion pour terminer cette interview? Au revoir. Non, je sais pas. Mon mot de conclusion, bah écoute, Mathieu, merci de m'avoir fait le plaisir et l'honneur de venir m'interviewer pour ta chaîne. Et puis, bah, on souhaite plein de choses à ta chaîne. C'est Mathieu MG. Oui.
Mathieu MG. Abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des cloches, mettez tout ce qu'il faut pour que la chaîne de Mathieu décolle enfin. En tout cas, j'ai apprécié ta démarche, tu as insisté, mais il faut, parce que je réponds pas toujours aux mails, j'en ai beaucoup. Et je suis très content de vous avoir eu cet après-midi. Et puis, bah, je vous fais tous la bise. Et puis voilà, hein, on va dire que c'est le mot de la fin. Oui. Ben moi, je tiens à te remercier déjà d'avoir accepté cette interview. Donc voilà. Donc, au revoir à tout le monde et abonnez-vous surtout. Oui, abonnez-vous hein, surtout. Abonnez-vous, donnez des sioux. Ouais. Et faites des dons aussi pour Jérôme. Voilà, faites des Tipeee, hein, donnez des sioux au Tipeee. Hein. C'est une vieille blague des nuls, les plus vieux connaîtront. Allez, ciao tout le monde.